Nous avons ce soir le plaisir et l'immense honneur d'accueillir M. Henri Auvernet, professeur émérite de droit public, ancien directeur de Sciences Po Grenoble. Ce monsieur a une carrière universitaire, une carrière intellectuelle, qui doit tous nous honorer. Je vous invite à découvrir les ouvrages qui sont à la bibliothèque. Je vous invite à lire ses travaux sur son site, sur les nouvelles questions de société, sur les questions européennes, modernes, avant-gardistes, souvent. Aujourd'hui et ce soir, M. Auvernet a réfléchi donc au thème politique de la cybercitoyenneté. Il avait la gentillesse de venir ici jusqu'au Maroc pour vous exposer ce thème-là, pour vous en faire profiter. Merci, et je vous laisse la parole tout de suite. Merci de votre accueil. Je suis très content d'être parmi vous pour évoquer un thème qui m'est cher et que j'observe depuis un certain nombre d'années, qui est autour de la démocratie à l'ère du numérique. J'avais publié un livre sur ce thème il y a quelques années. Au fond, quand on évoque cette idée de cyber-citoyenneté, on peut commencer relativement facilement par des chiffres. Chaque minute de chaque jour, il s'échange 82 millions d'emails, 1,7 million de contenus partagés sur Facebook, je dis bien chaque minute de chaque jour, et puis 2,3 millions de recherches sur Google. Et au fond, sans le savoir, les utilisateurs d'Internet sont devenus d'une certaine manière, sans s'en rendre compte peut-être, des cyber-citoyens, parce qu'ils utilisent, parfois abusent, de cet outil extrêmement pratique. Et ces nouveaux usages sociaux ne pouvaient qu'avoir une influence sur le fonctionnement des régimes politiques, sur les démocraties, sur l'exercice même de la citoyenneté. Il y a une dimension de cette nature. On assiste depuis quelques années, parce que ce n'est pas si vieux que ça, à peine une quinzaine d'années, pas tellement plus, à ce que certains ont appelé la grande conversion numérique. Formule, grande conversion numérique. Autre formule, cyber-société, société numérique, société virtuelle, cité Internet, cyberdémocratie, démocratie électronique, cyber-citoyenneté. Le vocabulaire est tout à fait abondant en la matière. On est donc entré, et surtout votre génération encore plus que la mienne, dans l'idée d'une culture numérique, sans se rendre compte qu'on utilisait en permanence ces outils avec des effets, avec des conséquences non négligeables. Certains disent même qu'on a une forme de condition numérique qui transforme la condition humaine. Vous voyez, ça va loin en matière de sociologie, condition numérique, condition humaine. Et c'est vrai qu'on assiste en partie à l'éclosion de ce que certains appellent une démocratie électronique ou une démocratie numérique. Alors quand on regarde la littérature, elle est très abondante sur ces sujets, pas seulement des juristes, des sociologues, des psychologues, des historiens ont beaucoup écrit sur ces thématiques, des politistes aussi bien sûr. Il y a des études qui sont des études qui valorisent et qui considèrent qu'au fond, ces nouvelles technologies n'ont que des vertus et que l'on est entré dans un nouvel ordre, alors cyberdémocratie, cité Internet, République 2.0 et quantité d'autres vocabulaires sur ce thème. Des auteurs canadiens, américains, français, allemands ont travaillé ces sujets et évoqué cela. Et puis il y a ceux de l'autre côté qui mettent en garde et qui considèrent qu'au contraire, il y a des risques, de nouvelles menaces sur les libertés, sur la vie privée, du fait de ces nouvelles technologies, et que les libertés sont bafouées d'une certaine manière par l'usage de ces éléments, et des usages parfois catastrophiques lorsqu'on voit ce qui se passe dans certaines parties du monde, et qu'on nous montre comment on assassine les personnes, comment on tranche la gorge, et comment le sang coule d'une certaine manière, là encore par Internet, et c'est valorisé par Internet aussi. Alors c'est vrai qu'il y a de nouvelles pratiques sociales, ces nouvelles pratiques sociales sont connues, c'est bien évidemment les réseaux sociaux. Il y a en France 28 millions de Français qui utilisent, 28 millions sur les 66 qui utilisent Facebook. Au Maroc, 5 millions d'usagers de Facebook, si j'ai bien regardé les chiffres. Et c'est vrai que sur ce registre-là, de nouveaux rapports se créent entre les individus avec des conséquences importantes.
Et puis, il y a au fond des structures de nouvelles technologies qui sont impressionnantes, dont certains considèrent que c'est quasiment de nouveaux États. C'est le fameux quatuor GAFA. GAFA, Google, Amazon, Facebook, Apple. Si l'on regarde effectivement Google, et là encore les chiffres sont toujours des chiffres tout à fait parlants, 75% du marché mondial des moteurs de recherche, c'est Google qui l'a. 75% du marché des moteurs de recherche sur la planète. Et lorsqu'on sait qu'il y a 3 milliards d'internautes, c'est intéressant, 75% de 3 milliards d'internautes, ça vous donne la puissance de Google qui ne recule devant rien d'une certaine manière. Alors, j'ai divisé mon propos, et je suis dans un institut d'études politiques, je crois, dans ses rapports avec Grenoble. Au fond, le meilleur, bien sûr, des instituts d'études politiques, je l'ai dirigé, par conséquent, je sais qu'il est très beau. Mais, d'une certaine manière, dans les instituts d'études politiques, on fait des plans en 2 parties et 2 sous-parties. Par conséquent, je fais des plans en 2 parties, 2 sous-parties. C'est indispensable lorsqu'on fait des études de sciences politiques, comme s'il y avait un binôme permanent. Alors, il y a, c'est vrai, 2 aspects, et ça va bien pour l'élément, en quelque sorte. Il y a d'un côté une citoyenneté qui est renouvelée grâce à l'espace numérique. La citoyenneté vit dans un contexte différent, avec des effets différents, avec des conséquences différentes. Ça, c'est tout à fait évident. Et puis un autre aspect, la cyber-citoyenneté, si on considère qu'elle existe en tant que telle. C'est encore quelque chose d'un peu théorique sur le plan intellectuel. On rajoute cyber à beaucoup de choses en ce moment. La cyber-citoyenneté, si on considère qu'elle existe, a besoin d'être protégée, confortée, et nécessite de disposer de nouveaux droits par rapport aux nouveaux risques. Nouveaux droits par rapport aux nouveaux risques, c'est la surveillance généralisée, bien évidemment. Et heureusement que Snowden nous a expliqué ce que faisaient les États-Unis d'Amérique, surveiller la planète entière. À cette occasion, on a découvert que la France faisait exactement pareil, de surveiller aussi, à la mesure de la France, il est vrai, la planète entière, puisqu'il y a ces dispositifs à peu près proches que l'on retrouve, non pas bien sûr dans le système de la NSA des États-Unis d'Amérique, mais on le retrouve aussi en France. Donc protéger contre cette surveillance. Et la tentation de la surveillance est grande lorsqu'il y a des assassinats qui se déroulent, par exemple en janvier de 2015 en France, et comment faire pour lutter contre ceux qui ont souhaité organiser, en quelque sorte, de tuer d'autres personnes dans un laps de temps très court, en ayant la volonté que ça se sache, que ça se voit, en téléphonant même aux chaînes de télévision. Vous voulez des informations sur ce que je suis, ce que je vais faire, je vais tuer telle ou telle personne. Vous avez l'information en direct de la part de l'assassin, ce qui s'est passé avec BFM TV à ce moment-là. Alors si on regarde le premier aspect, puis je vais essayer d'être pas trop long pour qu'on puisse avoir des échanges, même si ce sujet est complexe. Alors, premier aspect, c'est une citoyenneté renouvelée grâce à l'espace numérique. Renouvelée grâce à l'espace numérique, et de ce point de vue-là, il y a plusieurs aspects. Plusieurs aspects dont on commence à mesurer les effets. D'abord, incontestablement, il y a plus de liberté réelle pour les citoyens grâce à l'espace numérique. Au fond, ces libertés existaient déjà, mais elles se concrétisent grâce à l'espace numérique, grâce aux outils numériques. Elles étaient impliquées un peu théoriques, liberté d'information, liberté de communiquer, liberté de s'exprimer. C'est réalisé dorénavant de manière plus nette, plus forte que ça l'était auparavant. Et puis l'autre aspect, il y a plus de facilité pour participer à la vie démocratique grâce à l'espace numérique. Plus de, je dis bien de facilité, et là encore de concrétiser ce qu'est un citoyen sur ce point. Si l'on regarde d'abord plus de liberté réelle, je vais un peu vite nécessairement, mais il faut pour en quelque sorte présenter les choses de manière un peu concrète. D'abord la liberté d'information. La liberté d'information, vous le mesurez peut-être plus, vous, compte tenu de votre génération. La liberté d'information n'a jamais été aussi grande que dans la période actuelle. La possibilité de s'informer est considérable. Oui, des petits bruits. Est considérable. Elle est considérable. C'est un changement d'échelle
dans tous les domaines, changement d'échelle, de temps, d'espace, changement d'échelle de quantité d'information, voire même de qualité d'information. Changement d'échelle tout à fait considérable, et on le voit de manière assez nette, il est possible de s'informer très rapidement. Vous avez les ordinateurs, vous pouvez y aller, ne plus m'écouter, allez vous informer d'autre chose très rapidement, c'est parfaitement possible dorénavant. Les États se montrent, les États communiquent sur eux-mêmes, montrent avec transparence ce qu'ils sont, montrent leur législation, montrent leur politique publique très facilement. On voit, on pianote, on va à la présidence de la République, service du Premier ministre, gouvernement, ministre, de n'importe quel pays du monde. Seule limite peut-être, c'est que si on ne parle pas la langue du pays, il est difficile d'aller voir ce que fait le Premier ministre chinois si on ne parle pas chinois, ou on n'écrit pas le chinois, et inversement dans d'autres langues aussi, bien évidemment. Mais même si l'on regarde les choses de près, beaucoup d'États traduisent en plusieurs langues leur propre législation, et c'est là encore un élément intéressant à observer. Quantité d'informations tout à fait considérable, masse d'informations, stockage d'informations, livres numérisés en très grande quantité, revues numérisées en très grande quantité, ce qui fait que les bibliothèques, par exemple, n'achètent plus de livres, mais donnent des documents numérisés. Ça diminue les frais, d'une certaine manière. Je ne suis pas sûr que ce soit si facile que ça à lire toujours des documents numérisés, mais pour autant c'est ça. Le recours à la numérisation est quelque chose qui a changé en quelque sorte. Si l'on regarde YouTube, par exemple, sur YouTube, au fond, il y a 70 000 nouvelles vidéos tous les jours. Et il y a à peu près des millions de clips qui sont regardés quotidiennement, centaines de millions de clips. Les journaux n'ont jamais été autant lus que depuis qu'il y a Internet. Les journaux écrits tirent en petits tirages. Journal que je lis quotidiennement, qui est le journal Le Monde, il tire à 300 000 exemplaires. C'est tout, 300 000 exemplaires. Mais lorsqu'on regarde de fond qui le regarde, il y a 68 millions de visites par mois du journal Le Monde. 68 millions de visites par mois de ce journal. C'est intéressant à observer. Le Figaro, 60 millions. L'Équipe, 57 millions. Même Libération, 17 millions. Alors que Libération n'est presque plus tirée sur un plan écrit. Et on pourrait prendre la presse d'autres pays, bien évidemment, y compris le vôtre. Les moteurs de recherche sont puissants. Google, c'est 900 000 serveurs répartis dans 50 centres de stockage d'informations, et Google est très consulté. Liberté renouvelée de communiquer. On n'a jamais là encore autant communiqué. Toutes les formes de communication. Or, si l'on prend la France, la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens, la libre communication des pensées et des opinions est l'un des biens les plus précieux de l'homme, écrit en 1789. Mais entre 1789 et, je veux dire, 1989, la communication restait modeste entre les individus. Par la poste peut-être, mais pas plus que cela. La communication est réelle. Communication privée. Cette communication privée, elle est valorisée bien sûr par Internet, très largement, mais aussi encore plus par le téléphone. Cette machine à tout faire, même à téléphoner quand on a le temps, parce que les téléphones d'aujourd'hui font beaucoup plus de choses, vous le savez bien, que simplement téléphoner. Et aujourd'hui, il y a à peu près, j'ai pris les chiffres récents, 6 milliards de mobiles dans le monde. 6 milliards de mobiles, en France 65 millions, au Maroc 42 millions de mobiles. Je me suis reporté au rapport de l'Agence nationale de réglementation des télécommunications marocaines. C'est-à-dire plus qu'il y a d'habitants, plus de téléphones qu'il y a d'habitants, bien sûr. Si l'on regarde le téléphone fixe, pour le Maroc, c'est 3 millions de téléphones fixes. Alors, communication privée par le téléphone, parce que le téléphone permet l'Internet aussi, c'est en même temps la même chose. Communication sociale. Les réseaux sociaux sont très développés. Bien sûr, Facebook. Facebook, on dit que c'est le deuxième pays du monde. Deuxième pays du monde, 1,4 milliard d'utilisateurs de Facebook aujourd'hui. La Chine, c'est 1,5 milliard. Donc il y a plus d'utilisateurs de Facebook qu'il n'y a d'Indiens sur cette planète. Si on prend le territoire de l'Inde, 1,3 milliard de personnes. Et d'ailleurs, le propriétaire de Facebook a dit lui-même « Je suis le deuxième pays du monde ». Parce que j'ai autant d'habitants qu'il y a, plus d'habitants qu'il y a d'habitants en Inde, pour prendre cet exemple. Et Twitter est aussi un instrument, LinkedIn aussi. LinkedIn vise les 3 milliards. LinkedIn a comme objectif d'avoir 3 milliards d'utilisateurs
sais pas si vous mesurez ce que cela veut dire par rapport aux États. Communication par les blogs, je ne le développe pas plus, mais ils sont aussi très développés. Il s'en crée un toutes les 6 secondes de blogs sur la planète. Vous voyez là encore les effets extrêmement forts. Presse collaborative aussi. Nouvelle presse collaborative qui a des conséquences éventuellement négatives sur le journalisme, sur les journalistes. Tout le monde se considère comme journaliste par la presse collaborative et travaillant avec les journaux collaboratifs. Les premiers étaient les journaux coréens, les Coréens du Sud, et qui avaient développé cette presse collaborative dès les années 2000. Ce serait ensuite, par la suite, ailleurs. Donc plus de liberté d'information, plus de liberté de communiquer et de s'exprimer. Il y a aussi plus de facilité de participation pour les citoyens grâce à l'espace numérique. Incontestablement, alors la première facilité, je ne vais pas le développer tant que ça parce qu'il n'est pas forcément si utilisé que ça, le vote électronique. Il y a une transformation techniquement possible. Il y a de nombreuses années, des auteurs avaient imaginé ce qu'on a appelé, c'était Zbigniew Brzezinski, vous ne connaissez sûrement pas cette personnalité qui fut un collaborateur de président de Jimmy Carter, donc c'est très ancien, le secrétaire d'État des États-Unis de Jimmy Carter. Il avait déjà évoqué, lui, dans un ouvrage, la révolution technétronique. Et il disait, Athènes peut être de retour, tous les citoyens pourraient participer à la démocratie, au fonctionnement. Au fond, Internet le permet, les réseaux numériques le permettent, c'est le vote électronique. Alors lorsqu'on regarde le vote électronique, observez ce qui se passe un peu dans le monde sur ce point, et je prépare un travail sur le vote électronique en Europe, et l'usage du vote électronique en Europe. Au fond, pour le vote électronique, vous avez deux approches. Il y a ceux qui sont très favorables au recours au vote électronique. Et ils disent, cela, ça sera plus rapide, ça entraînera plus de participation de la jeune génération qui n'aime pas aller mettre un bulletin dans une urne, perdre un temps le dimanche pour aller faire quelque chose de démocratique. Quel ennui, ce que fait la jeune génération française, pour ne pas la citer, sur ce registre-là. Un gain financier, un gain écologique, plus de papier, plus d'usage de papier, donc un gain en la matière, beaucoup moins de personnel, il n'y a pas besoin d'avoir en quelque sorte des endroits où il y a des urnes, mais ça peut se faire plus rapidement, y compris par le vote à distance, c'est-à-dire le vote par téléphone, et seulement par téléphone. Et puis il y a les opposants au vote électronique qui disent non, non, il n'y a pas de gain financier, même pas écologique, parce que les machines électroniques, lorsqu'elles ne marchent plus, elles pèsent aussi lourd que le papier, donc là, le recyclage des machines électroniques est très cher, pas forcément de sécurité, et qui va contrôler le résultat? Parce que la machine fait elle-même le résultat très rapidement. Est-ce que c'est sûr? Est-ce qu'il ne peut pas y avoir des risques de manipulation du vote électronique? Vous avez voté ceci, puis hop, ça n'aboutit pas au résultat qu'on a imaginé. Et puis il y a cette dimension symbolique d'aller dans un isoloir pour cacher le vote que l'on fait. Tous les pays ne mettent pas d'isoloir, c'est vrai. Parfois, il faut montrer ce que l'on a voté avant, monter patte blanche d'une certaine manière. Mais il y a ceux qui disent on va banaliser l'opération électorale, un peu symbolique, sur ce registre. Si je prends quelques exemples, la France a tenté le vote électronique et les machines à voter, mais incontestablement, progressivement, on s'en est éloigné assez facilement pour quantité de raisons, et ça n'a pas véritablement pris. Il y a des pays qui ont développé très largement, c'est le Brésil. Le Brésil ne fait que par le vote électronique. Il n'y a plus d'autre système de vote que le vote électronique, mais en allant quelque part devant une machine à voter, une machine électronique à voter, il y a 40 000, qu'est-ce que je dis, 414 000 machines à voter au Brésil, c'est l'élément le plus décisif, le plus important. La Belgique, c'est 44% du corps électoral qui peut utiliser les machines à voter ou le vote électronique. L'Allemagne, 5%. Les Pays-Bas, c'est tout à fait étrange, avait atteint 90% de ces systèmes et a totalement tourné le dos à ce système pour des raisons de fiabilité. Le pays qui montre l'exemple, il y en a deux qui montrent l'exemple, c'est l'Estonie. L'Estonie est une petite démocratie. Parfois, certains étudiants, même de Sciences Po, ne savent même pas où est l'Estonie. Par conséquent, je ne voudrais pas vous poser des questions sur l'Estonie. C'est un petit pays de un peu plus de 2 millions d'habitants, très proche de la Russie. Je sais qu'il y a des Russes ici dans la salle.
Et j'espère d'ailleurs que la Russie ne va pas envahir l'Estonie, comme d'autres, Ukraine ou Moldavie par exemple, mais l'Estonie a mis en place le vote électronique et les élections estoniennes de mars 2015, c'est-à-dire du mois dernier, ce système s'est fait à 30% par le vote électronique. 30% par le vote électronique et 12% par le vote par téléphone portable avec système d'authentification et code d'accès, bien évidemment, pour s'authentifier. La Suisse avance beaucoup dans ce domaine et a envie d'aller loin en la matière. J'ai lu les travaux du ministère de l'Intérieur marocain aussi, qui a envie d'aller dans ce système du vote électronique, le développant plus fortement. Le Parlement marocain a développé le vote électronique il y a peu de temps aussi sur ce registre. Alors, c'est vrai qu'il y a des pays qui s'en éloignent, l'Espagne pas très tentée, les États-Unis pas du tout, avec ce qui s'est passé en Floride lors d'une certaine élection précédente, mais à l'époque, ce n'était pas des machines à voter, c'était des cartes perforées. Chaque électeur devait perforer sa carte. Les États-Unis étaient quelque peu en retard en la matière. Autre aspect, moins connu celui-ci, c'est ce que j'appelle le contrôle démocratique. Pouvant aller jusqu'à la cyber-résistance. C'est fascinant la cyber-résistance sur ce registre. C'est effectivement, ces outils permettent de développer une évaluation des politiques publiques, évaluation à la demande des États, à la demande des gouvernements, demandant aux citoyens ce qu'ils pensent de ceci ou de cela, et donnant un point de vue en la matière. Il y a des forums de cette manière organisés, forums dans beaucoup d'États européens, participation citoyenne recommandée, et cela fonctionne. Il y a aussi des cybermanifestations. Cybermanifestations, c'est-à-dire qu'on peut organiser une manifestation extrêmement rapidement. Il y a quelques exemples pendant ce qu'on a appelé le printemps arabe, je crois, quelques exemples de cybermanifestations organisées par téléphone portable. Sur la place Tahrir, par exemple, pour donner des exemples concrets, avec l'appel en quelque sorte à manifester. À Paris, ça s'est passé, place de la République. C'est par l'appel téléphonique que les choses se sont déroulées aussi très largement sur ce registre-là. Ça peut aller jusqu'à la cyber-résistance, c'est-à-dire manifester son opposition à tel ou tel point, telle ou telle politique, en résistant à tel point ou telle politique. Il y a toute une série d'exemples. Des exemples notamment en Chine sur la cyber-résistance, sur des politiques publiques chinoises, avec, disons, une sorte de résistance par Internet sur ce registre. Là où les Espagnols ont inventé quelque chose d'encore plus novateur, c'est de faire une cyber-résistance par le moyen, en quelque sorte, d'une présence non physique de citoyens, par le fait qu'on voit des personnages animés, mais animés électroniquement. Les policiers peuvent taper dessus, il ne se passe rien. Ça s'appelle des hologrammes. Première manifestation d'hologrammes à Madrid, il y a quelques jours. Des hologrammes étaient présents, 1 millier d'hologrammes présents. Pour les policiers, c'est très troublant, les hologrammes peuvent leur rentrer dedans, il ne se passe rien. Et on voit la personne qui est à l'origine de l'hologramme s'amuser vraiment très fortement sur ce point. Alors, voilà les aspects positifs. Si l'on veut aller au-delà, c'est ce que j'appelle l'éclosion d'une cyber-citoyenneté à conforter. Au fond, tout ne va pas sans faire des aménagements, y compris juridiques, sur ce point. Il y a la nécessité de renforcer les droits et les libertés face à ces outils ou face aux États qui souhaitent en quelque sorte mettre en cause ces outils. Alors, il y a d'abord, au fond, ce que certains ont appelé une cyber-citoyenneté ou l'alchimie des multitudes. Là encore, ça commence à être analysé, mais pas véritablement suffisamment. Parce que, qu'est-ce qui est en train d'être transformé? C'est le fait que les citoyens peuvent produire quelque chose directement. Peuvent produire, d'où l'idée d'alchimie des multitudes. Produire directement quelque chose, c'est-à-dire, au fond, on atteint là quelque chose qui était peut-être inatteignable auparavant, l'idée d'une démocratie pas seulement représentative, pas seulement des élus, mais les citoyens prenant part eux-mêmes à des processus et intervenant au travers de la démocratie participative cette fois-ci. D'où cette idée d'une agora électronique. Au fond, l'agora, c'est Athènes, où
où les citoyens se réunissaient directement pour prendre des décisions, directement. On sait bien que c'était les esclaves qui mettaient en œuvre les décisions que les Athéniens prenaient, mais directement. Ça se fait un peu dans les Landsgemeinde de Suisse, où il y a effectivement de la démocratie directe cette fois-ci, et c'est la politique de démocratie directe. Il y a pendant très longtemps l'idée, je fais référence à des auteurs comme Sieyès par exemple, qui dit au fond, le pouvoir doit venir d'en haut, la confiance d'en bas. Pouvoir d'en haut, confiance d'en bas. Avec l'électronique, le pouvoir peut venir d'en bas, la confiance d'en haut. Et là, on peut inverser le dispositif du fait de ces outils. Il y a des éléments. C'est-à-dire, au fond, un débat démocratique fréquent, permanent. Il n'est pas sûr que les citoyens s'en aperçoivent tout de suite, n'aient encore pris la mesure de cette dimension. Les laboratoires d'idées, par exemple, les think tanks, comme on dit, s'appuient sur ce débat démocratique et envoient des éléments sur ce registre, bien sûr. Alors, c'est vrai que le traité de Lisbonne sur l'Union européenne dit qu'il faut dialoguer avec la société civile, que l'Union européenne doit dialoguer avec la société civile. Dans un espace continental comme l'Union européenne, pour 500 millions d'habitants sur 4 millions de kilomètres carrés, on ne peut pas faire autrement qu'utiliser ces outils, bien évidemment, de dialogue permanent. Alors, il y a toute une série de forums, forum sur l'Europe, forum sur le CSA, forum sur l'enfance maltraitée, forum sur la bioéthique, forum sur l'éducation, forum sur les universités, pour des décisions prises plus directes. C'est la participation à la décision. Là, il y a des exemples très intéressants sur cette participation à la décision. L'un des pays qui est le plus avancé, c'est encore l'Estonie, sur ce registre. Décidément, c'est un pays très moderne sur le plan du numérique, sur ce registre-là. C'est les citoyens qui font des propositions de loi. Citoyens faisant des propositions de loi présentées au gouvernement. Le gouvernement considère, si c'est intéressant, qu'on peut aller jusqu'à une proposition gouvernementale, mais l'origine est une origine citoyenne. C'est aujourd'hui, je décide, c'est la formule de ce système estonien en la matière, toute une série de projets de loi qui sont d'origine de citoyens estoniens, qui sont à l'origine des lois en quelque sorte, et qu'ils ont imaginées sur ce registre. Enfin, l'Estonie est un pays tout à fait particulier parce que les ministres ne peuvent pas rentrer en Conseil des ministres avec autre chose qu'un ordinateur. Ni papier, ni stylo, ni crayon, que des ordinateurs, et pas autre chose que des ordinateurs. Tout doit être numérisé, y compris dans le dialogue. Ce qui permet aux citoyens de regarder ce qui se passe en Conseil des ministres sur le site internet du gouvernement estonien. Des exemples aussi très intéressants en Nouvelle-Zélande. La Nouvelle-Zélande a développé le Wikipédia législatif. Sous le modèle du wiki, alchimie des multitudes, on peut faire des projets de loi aussi en Nouvelle-Zélande. C'est la même chose en Écosse, le Forum démocratique en Écosse. C'est la même chose au Royaume-Uni, avec des pétitions numériques au Royaume-Uni adressées directement, bien sûr, à la Chambre des communes, et qui est très rapidement, disons, saisie de telle ou telle orientation. Pour la France, les développements se font en matière de démocratie locale, face à l'administration d'une commune, d'un département ou d'une région. Il y a cette dimension aussi, y compris les citoyens qui disent il faut dépenser dans le budget sur tel ou tel sujet. Si le conseil municipal est convaincu de ce que proposent les citoyens, il sera pris en compte. Alors c'est la participation à la décision. Alors il faut de nouveaux droits adaptés à la cybercitoyenneté. J'en vois de deux sortes de ces nouveaux droits. Pourquoi? Pourquoi des nouveaux droits? D'abord pour faire face à ce que j'appelle la cybersurveillance. Faire face à la cybersurveillance, c'est qu'effectivement c'est un processus qui est peut-être extrêmement troublant que cette cybersurveillance. Il y a en effet de la part des collectivités, des États notamment, et des États réels bien sûr, et de la collectivité ou des États, une accumulation, un stockage d'informations. Stockage d'informations, mais de la part des entreprises privées aussi, un grand stockage d'informations sur les individus. Et au fond, toute personne peut être identifiée par tel ou tel domaine en quelque sorte. C'est d'ailleurs parce qu'on utilise Internet fréquemment qu'on a des publicités ciblées correspondant à l'utilisation de tel ou tel service.
Si l'on voit que vous utilisez, si bien on voit que vous utilisez tel ou tel service, on vous proposera tel ou tel projet. Si vous avez le souci d'aller vous balader dans le monde, si on a vu que vous avez été dans tel ou tel pays, on va vous proposer toute une série de choses qui vont arriver sur un plan publicitaire. Ça veut dire qu'on sait qui vous êtes, où vous avez été, qu'est-ce que vous avez dépensé. Bien sûr, les banques le savent très bien, mais bien d'autres opérateurs le savent aussi sur ce registre. Et c'est vrai qu'il y a maintenant des entrepôts électroniques. Des entrepôts électroniques, je suppose que dans les centres d'appel marocains qui travaillent beaucoup pour le continent européen, il y a des entrepôts électroniques, bien sûr, ceux qui ont consulté les centres d'appel marocains sur ce registre. Chaque fois qu'on téléphone, on entend une voix tout à fait chatoyante et on croit que c'est pas loin de chez nous. En réalité, c'est bien loin, c'est ici. Alors, c'est vrai qu'au fond, là, il y a un stockage d'informations, publiques ou privées. Nous laissons des traces partout. Nous laissons des traces partout, parfois même sans le savoir, mais nous en laissons beaucoup de traces. Alors c'est vrai que tous ces outils fascinants sont simultanément des outils redoutables pour les libertés. Dans l'autre sens cette fois-ci. Accumulation d'informations, alors sous toutes les formes. Téléphone portable, carte à puce, géolocalisation, puce RFID, analyse ADN, et quantité d'éléments qui sont sur ce registre. On peut dorénavant d'ailleurs reconnaître votre voix et mettre un nom sous la voix que je viens de m'exprimer sans connaître ma voix. Mais on peut trouver la photo, puisque j'ai déjà fait des interventions ailleurs, c'est enregistré, on peut vous retrouver sans savoir qui vous êtes véritablement, simplement en entendant votre voix d'une certaine manière. Vous savez que Facebook reconnaît les personnes par photo interposée. Si vous avez toute une série de personnes derrière vous, très rapidement on mettra des noms sur les personnes. C'est une atteinte à la vie individuelle et à la vie privée tout à fait remarquable. Les fichiers existent et d'une certaine manière, je suis de ceux qui considèrent que de ce point de vue-là, on assiste à la disparition de la vie privée. C'était un élément extrêmement fort que la vie privée, s'enfermer quelque part pour que personne ne sache ce que l'on est en train de faire dans son foyer ou dans sa maison. D'une certaine manière, la vie privée est un peu derrière nous, dans la mesure où on est en permanence connecté à quelque chose. Cette vie privée est difficile à préserver. Il y a les révélations de la NSA, de Snowden sur ce registre-là, l'enregistrement systématique de tous les mails du monde, de tous les mails du monde. Bien sûr, c'est un peu farfelu, parce que vous vous dites, mais qui va lire tous ces mails? S'il y en a des milliards, il est difficile peut-être de les regarder de manière sérieuse. Vous avez vu que la chancelière d'Allemagne fédérale avait toutes ses conversations téléphoniques enregistrées par la NSA, qu'elles soient privées ou publiques. Ça entraîne d'ailleurs que certains chefs d'État changent de téléphone plusieurs fois pour être sûrs d'avoir des téléphones plus discrets, en changeant même le nom de la personne qui utilise le téléphone. Nous avons un ancien chef d'État qui a fait cela de manière tout à fait intéressante. Peut-être d'autres en ce moment le font aussi, je ne sais, sur ce point-là. Alors c'est vrai qu'il y a dorénavant des instruments de surveillance. Alors, c'est vrai que, je dis disparition de la vie privée, surveillance en grande quantité, censure et surveillance des comportements, de manière extrêmement forte et extrêmement, peut-être intrusive, surveillance des comportements. Là, je ne vais pas vous détailler les choses, mais on pourrait l'observer aussi. C'est vrai que les attentats du 11 septembre 2001 ont entraîné les États-Unis d'Amérique à adopter une législation, le Patriot Act. Législation qui devait être temporaire. En 2001, c'était temporaire pour quelques années. Nous sommes en 2015, cette législation fonctionne toujours, avec toujours des possibilités pour les services de sécurité des États-Unis d'Amérique de surveiller qui ils veulent, comme ils veulent, sans en informer à aucun moment la justice. Les attentats français de janvier 2015 ont incité l'État français à avoir aussi une législation qui est examinée en ce moment par l'Assemblée nationale sur ce registre, en donnant des possibilités supplémentaires aux services de sécurité, de surveillance de territoire. C'est-à-dire en surveillant le courrier électronique, en faisant des interceptions de sécurité,
en faisant de la géolocalisation, en faisant de la captation des données et en rentrant sur l'ordinateur personnel sans faire de perquisition, mais ça s'appelle une perquisition numérique, une perquisition informatique, tant que l'ordinateur est branché, bien évidemment. Alors, c'est vrai que j'ai regardé les pays, je ne donnerai pas le vôtre, mais j'ai regardé les pays dans toute une série de domaines. Il est intéressant de voir comment est opérée cette surveillance, que ce soit en Iran, en Birmanie, en Syrie, quelle que soit la Syrie d'ailleurs, parce qu'elle est compliquée la Syrie d'aujourd'hui dans son organisation, si je comprends bien, l'Irak aussi d'ailleurs, mais on le retrouve en Arabie Saoudite, on le retrouve en Chine, avec des surveillances dans tous les domaines. Et ce qui m'a beaucoup surpris pour l'Arabie Saoudite, c'est que cette surveillance ne concerne pas les problèmes politiques ou israéliens, c'est presque une surveillance à 2% pour les problèmes israéliens, ça concerne surtout sur les questions religieuses, les questions des libertés des femmes, les questions des pratiques sexuelles inhabituelles, on pourrait dire ça comme ça, pour être un peu soft sur le plan diplomatique par rapport à l'Arabie Saoudite. La consommation d'alcool, alors là, à peine un seul site, quasiment rien sur ces sujets. Pour la Chine, c'est d'autres aspects, c'est les aspects, souvent d'ailleurs, les aspects auxquels les grands opérateurs comme Google, comme Facebook par exemple, se soumettent. Pour être Google en Chine, il faut accepter la censure chinoise. Et Google a dit, j'accepte la censure chinoise pour offrir des possibilités d'utiliser mon site, bien sûr. Facebook a fait de même. Alors, ça suppose l'affirmation de droits adaptés à la cyber-citoyenneté. Il y a sur ce registre plusieurs aspects. Là encore, je résume, je synthétise volontairement. Il y a d'abord cette fameuse reconnaissance d'un droit fondamental d'accès à l'espace numérique. Droit d'accès à l'espace numérique parce qu'il y a au fond à la fois poser le principe de l'accès et organiser cet accès. Pas seulement poser le principe, mais aussi organiser l'accès à l'espace numérique. Parce qu'il y a en ce moment une différence dans le monde entre ceux qui accèdent et ceux qui n'accèdent pas. Ceux qui sont dans l'espace et utilisent l'espace numérique. Ceux qui ne l'ont pas n'ont pas la possibilité, y compris technique, financière ou bien d'autres formules, pour y accéder sur ce registre. Aujourd'hui, si l'on regarde le monde, il y a 3 milliards d'internautes. 3 milliards d'internautes, c'est-à-dire 42% de la population mondiale utilise Internet. C'est à peu près 42% de la population mondiale. Si l'on regarde les pourcentages et les chiffres, c'est 582 millions en Europe. Sur ces 582, 57 millions de Britanniques, 55 millions de Français, 71 millions d'Allemands sur ce registre. Les États-Unis, 277 millions d'internautes aux États-Unis, pas encore la population qui est 312 millions, mais pas très loin. En Chine, 642 millions, c'est le plus gros utilisateur d'Internet, c'est les Chinois, 642 millions. L'Afrique, 240 millions. 240 millions pour l'Afrique, 20 millions au Maroc. Et donc c'est un des pays qui utilise le plus Internet, si on reprend la totalité de l'Afrique. L'Afrique du Sud aussi est très branchée, si l'on peut dire, sur ce registre. Le Nigeria aussi. C'est vrai que sur ce point, il y a bien évidemment la question du haut débit, du câblage, et tous ces éléments-là, alors que pour les autres aspects, c'est un peu moins le cas. Alors, incontestablement, il y a l'idée d'une fracture quantitative. Fracture quantitative, et pour l'Afrique, c'est tout à fait symbolique, cette fracture quantitative. 240 millions d'utilisateurs d'Internet, mais il y a 650 millions de téléphones portables. C'est le pays qui a un très grand nombre de téléphones portables. Je dis le pays, le continent qui a un très grand nombre de téléphones portables, 650 millions, parce que justement, il n'y a rien à câbler. Il y a simplement à mettre des antennes relais un petit peu partout, c'est différent. Fracture qualitative, Internet, il faut être lettré, pas illettré. Internet, ce n'est que de l'écrit, tout le temps. Il y a des images, il y a quelques images, il y a quelques photos, mais c'est aussi de l'écrit, ça suppose bien évidemment une dimension d'être à l'aise sur ces outils, bien évidemment. Ça suppose de ce que j'appelle construire un nouveau droit fondamental. Ce n'est pas seulement reconnaître le droit d'accès, pas couper. En France, il y a eu beaucoup de débats sur la question du droit d'auteur, d'une structure qu'on a appelée l'ADOPI pour contrôler le respect des droits d'auteur.
que la tentation est très grande, c'est de voir des films sans payer un sou, bien évidemment, de faire des téléchargements en très grand nombre, pour justement ne pas aller au cinéma, ne pas avoir à payer une entrée au spectacle. Et là, les droits d'auteur sont malmenés, les ouvrages séparés lorsqu'ils sont numérisés. Alors, ça suppose de construire un droit d'accès. Alors, ça prend plusieurs aspects. Là encore, j'essaye de vous donner les éléments essentiels sur ce registre, c'est-à-dire de construire des réseaux. Construire des réseaux pour, en quelque sorte, que l'ensemble des territoires soit effectivement nourris par ces dispositions, nourris par ce droit d'accès à Internet, avec des programmes d'aménagement du territoire sur ce registre très développés dans beaucoup de pays du monde, mais ce n'est pas forcément si évident que cela. Le Parlement européen le souhaite aussi et le développe aussi et l'indique. Ça entraîne aussi, j'y tiens beaucoup comme enseignant, une révolution éducative et culturelle au service du cyber-citoyen. Il est vrai qu'au XXIe siècle, il n'est plus possible d'enseigner de la même manière qu'au XIXe ou au XXe. En effet, il y a une révolution éducative. Révolution éducative en ce sens que, et j'ai pris quelques exemples sur ce registre, si on voit les statistiques notamment des adolescents, mais pas seulement des adolescents, les statistiques des utilisateurs, de la jeune génération, on peut dire, sur ce registre-là. La jeune génération, c'est-à-dire, allez, la moyenne d'âge doit être 21, 22 ans peut-être ici, ou même moins peut-être. 45 ans. Voilà. Pardon? 45 ans. 45 ans. Oh non, ils n'ont pas l'air d'avoir 40. Non, non, je ne pense pas. Mais nous, oui, de ce côté-là, oui. C'est pareil. Après, c'est très largement dépassé. Mais peu importe. Eh bien, les statistiques ont montré que les adolescents, 70% des adolescents, passaient plusieurs heures devant. Le temps moyen, c'est 4h17. C'est le temps moyen que les jeunes passent chaque jour devant un écran. 4h17. 4h17, parfois même la nuit aussi, bien évidemment. Le nombre de contacts téléphoniques par adolescent, c'est à peu près 100 numéros de téléphone enregistrés sur le téléphone portable. 100 numéros de téléphone enregistrés et à peu près 86 amis de communication réelle. Ça ne veut pas dire des amis sur Facebook, parce que là on en a 1000, 2000, 3000, on ne les connaît même pas, donc c'est pas très grave. Sauf si on les invite à un anniversaire, là les parents voient arriver 2000 personnes, ils sont inquiets, bien évidemment. Ce qui s'est produit à plusieurs occasions, où effectivement des gens, c'est ton anniversaire, on vient, il y avait 1000 personnes à la porte de la maison qui faisait 110 mètres carrés, c'était pas forcément évident. Alors, je crois qu'il y a une dimension d'éducation, parce qu'au fond, les élèves, les étudiants, peuvent s'informer aussi vite, parfois plus vite que l'enseignant, et dire à l'enseignant, vous avez dit ça à tel moment, mais j'ai vérifié sur le site machin, c'est pas tout à fait ça, vous vous êtes trompé. S'ils osent le dire, et ils le font sûrement, bien évidemment, ils vont peut-être le faire après pour m'interroger sur ce. Vous avez dit ceci, vous avez dit cela. Alors, c'est vrai qu'on voit apparaître les fameux MOOC pour développer l'enseignement à distance, l'université à distance, les vidéos à distance. Moi-même, sur mon site Université Populaire Européenne de Grenoble, je fais des cours à distance, et donc je vois ce que c'est, et j'ai plus d'étudiants à distance que lorsqu'ils sont devant moi, bien évidemment. Mais c'est un changement assez profond, l'accès à la culture aussi. Ça suppose aussi de protéger des données personnelles. C'est un chantier énorme que la protection des données personnelles. Chantier énorme, alors je me suis intéressé à regarder la loi marocaine relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel, la loi 0908 sur ce point. Elle est assez proche de la loi française de 1978. C'est à peu près le même texte. J'ai observé les articles même étaient à peu près les mêmes, pas tout à fait, bien évidemment. Je veux être désobligeant à l'égard de personne, mais j'ai observé des choses assez comparables, ce qui est tout à fait intéressant sur plein de points, d'observer cette dimension. Il y a cette idée, j'avais mis quelque chose, vous voyez, la loi 78, l'informatique doit être au service de chaque citoyen, son développement doit s'opérer dans le cadre de la coopération internationale, elle ne peut porter atteinte ni à l'identité humaine, ni aux droits de l'homme, ni à la vie privée, ni aux libertés individuelles ou publiques. Je n'ai pas mis l'article 1er de la loi marocaine, mais on retrouve à peu près la même configuration, si l'on peut dire, sur ce point. Alors, il y a la loi
ou les lois. Il y a la Convention européenne de 1981, pareil, droit au respect de la vie privée à l'égard du traitement automatisé de données nominatives, c'est un élément tout à fait important. Pourquoi cette protection? Parce que maintenant, on a de l'information dans tous les domaines, par le fait que là, on laisse des traces partout, et cette loi de 1978, vieille loi, Internet n'existait pas. Lorsque cette loi a été adoptée, cette loi s'est adaptée à toutes les évolutions numériques, adaptée à la carte à mémoire, adaptée aux ordinateurs portables, adaptée à Internet, parce que c'est le même texte qui est utilisable, il est général, par conséquent, il peut s'appliquer. Droit de quoi? Droit des données. On ne peut pas prendre des données sans que vous le sachiez et sans que vous l'acceptiez, sauf en matière de sécurité nationale ou de sécurité publique, mais pas prendre des données. Et donc vous allez être informé de ces données, pouvoir accéder aux données sur ce registre, information, accès direct, droit à la confidentialité. Les questions de sécurité nationale peuvent éventuellement se mettre en travers de cette dimension de droit si c'est indispensable. Alors, ce droit aux données, et ça continue, la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, pareil, toute personne a droit à la protection des données personnelles la concernant, doivent être traitées loyalement pour des fins déterminées avec le consentement de la personne concernée. Toute personne a droit d'accès aux données collectées la concernant et d'en donner rectification, c'est-à-dire accéder à l'information, faire modifier les informations si elles sont mauvaises en quelque sorte, si elles sont fausses. Alors enfin, il y a aussi, et dernier aspect, ce qu'on appelle le droit à l'oubli. Le droit à l'oubli et le droit au déréférencement. Le droit à l'oubli et le droit au déréférencement qui est un droit très particulier. Et sur ce registre, il y a des arrêts très intéressants de la Cour de justice de l'Union européenne. Arrêt contre Google. Et c'est intéressant, et Google s'y est plié à cet arrêt de la Cour de justice. Si vous observez, Google est sous le coup d'une condamnation par la Commission européenne d'un milliard d'euros pour non-respect de la libre concurrence. Et Google va payer son milliard d'euros, c'est de la contestation dans un premier temps, mais à la fin, payer quand même. Vu le nombre d'utilisateurs de Google en Europe, il vaut mieux que paye. Alors, c'est le droit à l'oubli et au déréférencement. De quoi il s'agit? Et c'est un fait qui me paraît très révélateur, un fait développé par un ressortissant espagnol. C'est Google contre l'Espagne. Et c'est un arrêt très important et intéressant de 2014. C'est un Espagnol qui voulait faire un emprunt. Et la banque lui dit « Ah non, vous ne pouvez pas emprunter parce que vous avez été condamné il y a 15 ans pour ne pas avoir remboursé votre emprunt. » Il y a 15 ans. Et comment vous le savez? Parce qu'on a été regardé sur Google, on a mis votre nom, on vous a googlisé, on a vu que vous aviez eu des soucis avec la justice. Et donc cette personne dit, mais oui, mais ça s'est passé il y a 15 ans, et il y a 10 ans, j'ai payé toute ma dette, je ne dois plus rien à la banque. La banque dit, bon, je m'en veux bien, mais Google nous dit que vous avez été condamné, par conséquent, vous restez condamné pour nous. Et par conséquent, on développe ça. Donc il a été voir d'autres banques et n'a pas pu avoir de moyens. Il a donc fait un procès à Google en disant, je veux qu'on m'enlève ou qu'on enlève ces informations qui ont disparu, qui ne sont plus bonnes en quelque sorte, de ce site de Google. Et il a obtenu gain de cause. C'est-à-dire la Cour de justice de l'Union européenne a demandé à Google d'enlever les éléments. On va dire à Google, maintenant vous devez enlever ce qui n'est plus satisfaisant. Et ce monsieur a obtenu gain de cause, il a même obtenu une indemnité très substantielle de la part de Google. Depuis ce moment, en Europe, et notamment en France, il y a 200 000 demandes de déréférencement de Google. 200 000 demandes de déréférencement en disant ben, nous on ne veut plus apparaître sous cette forme parce que, et Google examine, a mis en place un dispositif très sophistiqué. Mais Google dit une chose, je l'enlève pour l'Europe, l'enlève pas pour les États-Unis d'Amérique, où la liberté de communication et de la presse, c'était dans la presse, je n'ai fait que reporter la presse, l'Europe veut peut-être ça, aux États-Unis non. Ce qui fait que ce monsieur a dû aussi se rapprocher de Google États-Unis d'Amérique, en disant il faut aussi m'enlever de cette dimension. Alors ça s'appelle le déréférencement, être enlevé d'eux, pour avoir plus de liberté et de soutien. Alors pour terminer sur ce point,
il y a un certain nombre d'auteurs qui considèrent qu'il faut aller maintenant aller plus loin et qu'il faut une déclaration des droits de l'homme numérique. Il faut aller vers une déclaration des droits de l'homme numérique, il y a des travaux en la matière. De la même manière qu'une déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 en France, pour prendre cet exemple, il faut une déclaration des droits de l'homme pour justement montrer quels sont ces droits sur toute une série de domaines. Les données ne sont pas une marchandise qu'on puisse vendre, par exemple, sur ce point. L'équité, la vie privée, le droit de regard, le consentement, la transparence des usages, la recherche de l'intérêt général. Et donc le cyber-citoyen, d'une certaine manière, a droit à de nouveaux droits. Merci. Troisième année Sciences Po. Tout d'abord, je tiens à vous remercier pour cette intervention absolument magnifique. Non seulement qui nous présente un thème nouveau, mais qui est très enrichissant. Et maintenant, j'aimerais vous poser une question qui concerne la notion de la guerre cybernétique. Alors, on a vu durant les dernières années l'émergence de cette notion-là. On a déjà vu certaines actions qui ont été considérées comme des actes de guerre en 2007 quand la Russie a fait une attaque cybernétique massive contre l'Estonie et dernièrement avec Daesh qui a piraté le site officiel de TV5 Monde pendant plusieurs heures. Alors la question que je me pose c'est que est-ce qu'on va pas voir dans quelques années des États se doter d'armées régulières qui sont spécialisées dans le domaine de la cybernétique et si on ne va pas voir en fait la guerre cybernétique légalisée par des instances internationales comme étant un moyen de guerre comme le sont l'aviation et la marine. Merci. Merci de votre... Je sais pas, on en prend d'autres ou ça vous voulez oui, merci de votre question. Je ne vais pas évoquer la guerre cybernétique parce que ce n'était pas la cyber-citoyenneté. Hein. C'est pour ça que je ne l'ai pas évoqué, la cyberguerre, comme on dit. Et j'avais bien évidemment en tête les attaques russes contre l'Estonie, mais les attaques chinoises, les attaques américaines. Les États-Unis d'Amérique ont attaqué les sites du gouvernement français, enfin ainsi de suite, il y a une quantité d'informations. Bon, je crois qu'on est rentré dans ce dispositif, c'est clair. On est rentré presque dans un dispositif de science-fiction. C'est presque de la science-fiction qui est en train de se dérouler. Alors c'est une guerre d'un nouveau genre, qui ne fait pas forcément de mort physique, mais qui fait des morts dans d'autres domaines. Des morts d'entreprises, des morts de sociétés bancaires, des morts de systèmes de fonctionnement. Si on s'attaque à un hôpital, on peut détruire toute la mécanique de l'hôpital, hein, une banque pareil, enfin ainsi de suite. J'avais connu cette dimension il y a très très longtemps à l'Institut d'études politiques où on avait été l'objet d'une cyberattaque sous cette forme venant d'on ne sait pas où. La police n'avait pas réussi à trouver. Mais c'est vrai que vous avez raison, on entre dans ce dispositif. Vous dites, est-ce que c'est déjà fait ? Les États, les grands États développés ont déjà développé des armées, une armée en quelque sorte très développée, on pourrait dire aguerrie à cette dimension pour lutter contre ce qui vient de se passer sur TV5 Monde, par exemple, va entraîner qu'on va renforcer non seulement la sécurité, la protection, parce qu'en même temps, ce qui est assez terrible, c'est que ces cyberattaques sont relativement faciles à mener. Je ne suis pas un technicien, je suis un juriste, donc je ne vais pas me lancer dans la technique, mais je me suis fait expliquer. C'est pas si compliqué que ça d'y procéder. Je crois que c'est la guerre de demain, oui, bien sûr. C'est pas très gai de dire ça, mais je crois que c'est la guerre de demain. C'est déjà commencé. Si vous rajoutez ça aux drones, qui vont aussi jouer un rôle très important pour diffuser, c'est la guerre de demain. Et d'une certaine manière, on posait la question sur ce qui se passe en Syrie. L'utilisation pour la diffusion médiatique de la publicité de ce qu'on fait, c'est déjà une guerre de cette nature. S'il n'y avait pas d'informations diffusées à grande vitesse, très largement, bien bon, il se passe des choses, mais c'est pas... Mais là, c'est vu, repris, connu. Ça suppose une adaptation des médias, ça suppose une adaptation des armées, ça suppose une adaptation des systèmes de sécurité. Vous savez, depuis que Madame Merkel a constaté que son téléphone portable était écouté par les États-Unis d'Amérique, elle a sûrement pris toute une série de dispositions pour que son téléphone portable soit écouté par personne. Mais il y aura toujours quelqu'un qui pourra. Donc on est entré. Alors est-ce qu'ensuite le droit, je pense que oui, oui.
le droit viendra reconnaître qu'il y a une dimension d'ordre guerrier, surtout si vous déstabilisez, parce que, observez par exemple, l'Iran n'a pas réussi dans un premier temps à avancer dans le nucléaire militaire, parce qu'il y a une guerre cybernétique par Israël contre l'Iran, pour déstabiliser